Le débrief va être très rapide. Je n'ai pas forcément envie de parler de tactique, j'ai pas envie de parler des choix du coach, j'ai pas envie de m'attarder sur des aspects du match que j'aurais aimé, moins aimé. Pour moi, c'est une perte de temps. Je vais être franc avec vous, ce soir, j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai vu une équipe qui, sur le terrain, n'avait pas d'idée, n'avait pas une qualité technique folle, mais ça on le sait déjà, c'est pas une nouveauté. Mais surtout, moi ce qui me rend le plus fou, c'est que sur le terrain, je n'ai jamais vu des joueurs prêts à tout pour défendre le blason qu'ils portent sur le cœur. Et ça, c'est inadmissible. J'ai vu des comportements de joueurs attentistes, je m'en foutistes, qui sont au petit trot contre un Marseille, je tiens à le dire, très moyen. On ne parle pas d'un grand OM, loin de là, on n'est pas sur des standards hyper élevés. C'est un Marseille tout petit, mais qui en mettant le minimum d'ingrédients, eh bien le minimum, l'intensité des courses, l'âpreté des duels, le combat physique, rien qu'avec ça, ça a suffi pour mettre à terre un piteux Olympique Lyonnais. Et ça, je crois que c'est le pire du pire. Parce que on peut être mauvais. Tu as le droit de perdre un match. On a perdu plein de matchs où je me suis dit, bon, il n'y a rien à faire, en face c'est plus fort et c'est normal. Ça arrive. Le foot fait que tu as deux équipes qui se rencontrent et parfois tu en as une qui est meilleure que l'autre sur tous les aspects du jeu. Ça arrive. Et quand c'est comme ça, tu t'inclines et tu dis respect, bien joué. Mais là, on affronte un Marseille tout petit, privé de 3 de ses meilleurs joueurs et peut-être même les 3 meilleurs. Klose, Kondogbia et Ndiaye. À chaque ligne, un de leurs 3 meilleurs éléments. On affronte un Marseille qui arrive avec un schéma à 3 derrière. Donc une défense plus compacte, un bloc plus regroupé. Et néanmoins, je n'ai jamais ressenti du côté lyonnais l'envie d'aller faire mal, l'envie d'aller provoquer ce petit grain de chance pour marquer et pourquoi pas arracher au moins un point. Je n'ai jamais senti chez eux cette volonté de se dépasser, de se faire mal pour aller prendre des points. Ça, c'est le pire. Dans le foot, il n'y a pas pire que la résignation. Tu peux perdre, tu as le droit de perdre. Le sport fait que tu peux perdre. Mais par contre, tu n'as pas le droit de baisser les bras, tu n'as pas le droit de baisser les yeux, tu n'as pas le droit de subir les duels. Et là, par contre, je vais cibler quelques noms parce que trop, c'est trop. Je crois qu'on a été trop sympa avec eux, beaucoup trop conciliants. On les a épargnés durant très longtemps. On n'a pas voulu les provoquer pour que l'espoir qu'on a de se maintenir en Ligue 1 puisse exister le plus longtemps possible. Mais là, il faut ouvrir les yeux. On est 18e, on a 7 points, on est à 6 points du premier non relégable. À 6 points, donc 2 victoires. Et j'ai envie de cibler quelques joueurs, parce que l'effectif, on le sait, il n'est pas bon. C'est un des pires que moi j'ai vu depuis plus de 27 ans de supporterisme. J'ai passé la trentaine, bien tapé déjà, je n'ai jamais vu un tel effectif. C'est d'une nullité pas possible. Ne craignons pas de choquer ces joueurs qui ont de petits esprits et de petits caractères, ils sont nuls. Et comme ils sont nuls, il faut le dire, les cadres, les pseudo-cadres qui devraient porter le club et nous maintenir à un niveau relativement correct. Ce soir, une fois de plus, c'est le naufrage des cadres. Lacazette, contrat XXL, statut de star du club, capitaine honteux. Je n'ai jamais vu un joueur comme ça avec une telle attitude résignée. Il n'a jamais pesé. Il n'est même pas allé une seule fois au duel sur les quelques centres qui auraient pu être un tout petit peu dangereux. Bien souvent hors du coup et quasiment jamais dans le bon tempo du match. Je le répéterai jamais assez, mais les cadres, comme leur nom l'indique, sont censés porter un groupe. Et ils doivent mener avec eux derrière des joueurs qui ont moins d'expérience et moins de réputation. Et peut-être aussi moins de qualité. Lacazette, il a 32 ans, on ne parle pas d'un joueur en fin de parcours, il a encore quelques années devant lui, il peut largement faire plus. Quel est le problème ? Quel est le problème Lacazette ? Pourquoi est-il à ce point-là passé en 5 mois de temps de joueur qui fait une saison à plus de 25 buts à joueur sur le terrain totalement amorphe, apathique, sans volonté et sans ce coup de rein qui est si important au plus haut niveau. Il n'a plus ces qualités qui ont fait de lui un très bon joueur. Je m'interroge. Lovren. Alors, Lovren, c'est plus compliqué. On parle d'un joueur de 34 ans qui a été blessé durant quelques semaines, quelques mois. J'ai conscience que le retour est difficile et qu'à 34 ans,
On ne peut pas être géré comme on gérerait un gamin de 20 ans. Effectivement, j'en ai conscience et je sais que pour lui, c'est difficile. Mais néanmoins, il y a un minimum. Il y a un minimum et je parle du match, mais aussi de l'après-match. Je l'ai vu en conférence de presse avec au micro d'Amazon Prime, le regard déconfit, l'air triste, presque abattu, résigné. Mais bon Dieu, t'as 34 ans, t'as joué à Liverpool, t'as joué au Zénith, t'as joué en sélection, t'as fait la Coupe du Monde, t'es finaliste de Coupe du Monde de foot. Du caractère, reprends-toi, du caractère, du tempérament. C'est toi, t'es un des leaders de l'équipe. T'es un de ceux qui doivent porter ces gamins qui n'ont pas le niveau. Ils n'inspirent rien. C'est pas ça un cadre. Et avec ces pseudo-cadres qui ne tiennent même pas le vestiaire, qui sont des poids morts, qui handicapent et qui sont des boulets pour tous les coachs qui se succèdent. On en parlera aussi après, c'est important. Derrière eux, il y a qui? Des joueurs qui soit sont pas au niveau, quasiment tous, soit qui viennent de ligues d'un niveau inférieur, Ligue 2, je parle de Skelly Alvaro qui n'était pas là ce soir, je parle de Jack O'Brien, je parle de Koumbedi, j'en passe, un d'autres et des meilleurs, je parle de Morera. On parle quand même de joueurs qui sont soit d'un niveau qui n'est pas la Ligue 1, a priori, ou qui n'ont jamais été dans leur club, des titulaires en puissance. Le petit Morera, combien de matchs en pro a-t-il? Combien? D'accord. À mon avis, pas beaucoup. On ira faire le décompte après la vidéo. Pas beaucoup. Et pour autant, ce soir, il est titulaire. Il l'était aussi à Bollaert. Est-ce que c'est sérieux pour un club comme l'Olympique Lyonnais, club à plus de 200 millions d'euros de budget, d'avoir au coup d'envoi un gamin comme Morera, qui n'a aucune référence au plus haut niveau, aucune, absolument aucune, même pas Ligue 2, rien, si ce n'est un peu de Youth League, rien, aucune référence. Un gamin comme Morera, un joueur comme Akwoku, on parle d'un joueur qui était le remplaçant du remplaçant au Betis Séville. C'est lamentable. Je poursuis avec peut-être le joueur qui, pour moi, porte tous les symptômes de ce qui ne va pas à l'OL. Ryan Cherki. Et je pense que là, il est grand temps de mettre fin au dossier et j'espère que tous ceux qui l'ont défendu bec et ongles vont enfin ouvrir les yeux. Ce joueur, et je suis catégorique, n'est pas un joueur de haut niveau. Le football qu'il entend pratiquer, à savoir un football individualiste, basé sur du rapport au ballon, que uniquement de la possession, uniquement de la touche de balle, ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Le foot qu'il pratique était encore potable il y a 15-20 ans de ça, à l'époque où le jeu était plus lent que maintenant, mais aujourd'hui, le foot demande intensité, verticalité, effort et puissance physique. Il ne coche aucune de ces 4 cases. Aucune. Pour moi, Cherki n'est pas du tout adapté au foot actuel. C'est un joueur d'un autre temps qui est sur un rapport qui n'est pas collectif, mais individuel, et sa façon de s'intégrer au projet de l'équipe est pour moi totalement pénalisant. Il handicape l'OL à chaque fois qu'il joue, ou presque. C'est très dommageable. On ne peut pas accorder autant de place à un joueur qui a un rapport et une compréhension du jeu aussi déficiente. Ce soir, je passerai toutes les fois où il aurait pu être décisif, où il aurait pu créer une différence, et il ne l'a jamais fait. Il peut ne pas être bon, ça arrive, je l'accorde. Mais par contre, il y a un minimum. Quand tu vas au Vélodrome, tu sais que tu vas être dans un climat hostile, dans un stade bouillant, que tu vas affronter une équipe qui va te rentrer dedans, car c'est ce style-là que pratique l'OM. L'OM n'est pas une équipe très technique, ce n'est pas une équipe très joueuse. Mais par contre, à chaque match, ils mettent l'ingrédient physique, intensité. Ça, ils le feront tout le temps. Quand tu es Cherki, qu'on t'installe numéro 10 dans un 4-2-3-1, qui a priori fait tout pour te mettre dans le confort, tu ne peux pas jouer en marchant. Tu ne peux pas jouer avec la semelle et attendre 3 secondes que tu te manges un pressing de fou et perdre la balle. Combien de fois a-t-il perdu une balle parce qu'il est un peu trop lent, parce qu'il se regarde jouer, parce qu'il prend trop de temps, parce qu'il joue au ralenti, parce qu'il pénalise le jeu collectif et au final derrière, perte de balle, danger pour l'équipe. C'est kamikaze. On ne peut pas jouer avec Cherki aujourd'hui en Ligue 1, c'est impossible. Si on continue comme ça, avec Cherki numéro 10, parce que soi-disant c'est un crack générationnel, parce que soi-disant il a un talent hors du commun, on va dans le mur. Moi, les joueurs d'aujourd'hui qui performent et qui sont des cracks, je dis bien des cracks, des vrais cracks, à savoir ceux qui sont en avance sur leur temps et ceux qui ont un talent qui est incomparable par rapport à leur catégorie d'âge. Il n'y en a pas 10 000. Les cracks, c'est Bellingham. Les cracks, c'est Pedri. Les cracks, c'est Moussiala. Les cracks, c'est pas Cherki. Cherki n'est pas un crack. C'est un joueur qui a de la qualité balle au pied,
qui a une grosse technique, mais il lui manque beaucoup d'aspects pour être un joueur de haut niveau. Intensité, efficacité, verticalité, puissance, il n'a rien de tout ça. Donc arrêtons de faire la part belle à un joueur qui pénalise et qui est un boulet pour l'équipe. Ça suffit, ça a trop duré. Prenons les joueurs qui sont les plus efficaces pour un certain dispositif avec des principes de jeu clairs et arrêtons de mettre dans le confort des joueurs qui ne nous rendent pas ce qu'on leur donne comme confiance. Ça ne marchera jamais. Et pour conclure, ce que je ferai très simple, ce soir, encore une fois, il y a un gros problème technique. Ça, tout le monde l'a vu. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études de foot pour comprendre que sur le terrain, il y a un déficit technique qui est important. Beaucoup, en tant que numéro 6 à la relance, c'est pas possible. Il n'est pas à l'aise, sous pression, il perd le ballon très vite. C'est extrêmement compliqué de jouer avec un 6 aussi rudimentaire. Là encore une fois, Akoku est un joueur d'un autre temps. Il y a encore 20 ans de ça en Ligue 1, je pense vraiment qu'Akoku aurait pu être un joueur utile parce que tu avais des équipes de Ligue 1, milieu de tableau, fin de tableau, qui avaient ce numéro 6 très puissant, un peu rustre, rudimentaire, et qui bloquait était ultra limité. À l'époque, ça marchait bien, ça existait. C'est fini. Ce temps-là, il est révolu. Je ne connais aucune équipe ambitieuse qui a un numéro 6 aussi nul techniquement. C'est impossible. C'est impossible. Vous prenez toutes les équipes top 5 dans les différents championnats européens, Espagne, France, Italie, Angleterre, Allemagne, il n'y a aucun numéro 6 qui n'a aussi peu de bagages techniques. C'est juste kamikaze. Tu ne peux pas, sous pression, avoir un relanceur aussi nul. C'est impossible. Le ballon lui brûle les pieds. Donc arrêtons le massacre, mettons les joueurs qui ont le plus d'affinité avec le ballon, et ce n'est pas le cas d'Akoku, c'est une anomalie. Il n'aurait jamais dû être chez nous. Et là encore, ceux qui l'ont fait venir, j'espère qu'ils assumeront leur part de responsabilité. Leur erreur, c'est leur choix, il faut l'assumer aussi, et arrêtons toujours de renvoyer au passé les erreurs du présent. Ça aussi, ça commence un peu à me gonfler. Ce soir, un OM équilibré, en 3-5-2, avec un milieu de terrain Verretou, Ounahi et Aminarit, a fait la leçon à un milieu de terrain lyonnais totalement dépourvu de qualité, déconnecté. Il y avait un monde énorme, pour des raisons qui sont très simples. Je les évoque très souvent en débrief. Quand tu passes d'un milieu de terrain qu'on a eu à l'OL avec des Tanguy Ndombele, puis après des Bruno Guimaraes, des Paqueta, à aujourd'hui du Paul Akoku, du Alvaro, du Cacré, faut pas être étonné qu'on ait autant de difficultés. Je ne connais pas d'équipe qui brille au plus haut niveau avec des joueurs de milieu de terrain aussi faibles techniquement. C'est impossible. Tu ne pourras pas imposer un style de jeu à une équipe. Et là encore, je vise tous ceux qui tapent sur les coachs. Tu ne pourras pas imposer un style de jeu à l'équipe si tu n'as pas les moyens techniques de le faire. C'est impossible. On a affaire à une équipe qui est très moyenne techniquement et qui n'a pas du tout le niveau de ses ambitions. Et là, je vais être très franc avec vous, je vise ceux qui ont construit l'effectif et qui ne prennent pas leur part de responsabilité. C'est à eux que je pense, ils sont fautifs et ils devront assumer en temps et en heure, selon ce qui se passe ici mai-juin, les conséquences de leurs actes et de leurs non-décisions. La qualité, elle a un prix. Et quand tu ne payes pas le prix de la qualité, ne sois pas étonné des conséquences qui se produisent, à savoir la Ligue 2. Elle est devant nous, on a un pied en Ligue 2. Le deuxième pied, à mon avis, on l'aura très vite s'il n'y a pas un changement radical. Si ces joueurs-là n'ont pas conscience qu'ils sont en train de couler tout un club, toute une institution, tout un projet qui a été pensé, qui a été construit avant eux et qui existera encore après eux, alors on ira dans le mur. Et je pense que malheureusement, à l'instant où on se parle, on est plus proche du mur que de la rédemption.